conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. De la garde républicaine du Bénin, c'est-à-dire l'officier supérieur qui a protégé le chef d'État béninois, Patrice Talon, et son épouse dimanche dernier à 5 h du matin dans leur résidence de Cotonou. Pour la première fois, cet officier témoigne sur les violents affrontements entre les mutins et son unité devant le domicile de Patrice Talon dimanche. Il raconte la détermination des forces spéciales du colonel Tigri à vouloir s'emparer de la personne du chef d'État et la volonté farouche de son unité à défendre le président contre ces mutins. Et il révèle que le soir même, des forces spéciales françaises sont arrivées sur place. Le colonel Tevoe Djre, commandant de la garde républicaine béninoise, témoignage au micro de Christophe Boisbouvier. Colonel Tevoe Djre, bonjour. Bonjour. Alors, il y a eu une tentative de coup d'État dimanche dernier. Comment ça s'est passé? Effectivement, il y a eu une tentative de coup d'État le dimanche dernier et tout a commencé à 2h10 où j'ai reçu un appel du général de corps d'armée Bertin Bada, qui est le directeur de cabinet militaire du président de la République, qui m'a alerté qu'il était attaqué à son domicile par des hommes cagoulés. Et là, je lui ai demandé la géolocalisation de sa maison pour pouvoir envoyer des renforts dans sa maison. Mais tout de suite, les choses se sont enchaînées parce que, à la suite du général Bada, le général Abouissa, qui est le chef d'état-major de l'armée de terre, m'a appelé également que lui aussi, il était attaqué. Alors j'ai compris tout de suite que ça, ce n'était pas un acte isolé ou de délinquant, mais que ça pourrait être une tentative d'atteinte à la sécurité d'État. Et en tant que le premier responsable de la sécurité d'État, j'ai fait alerter la garde républicaine et moi-même, je me suis porté au niveau de mon unité pour pouvoir éventuellement défendre la patrie. Et ça n'a pas raté parce que les choses se sont enchaînées telles que vous l'avez remarqué. Et après avoir kidnappé le chef d'état-major de la garde nationale, et je précise que la garde nationale est une création récente du chef de l'État pour pouvoir faire face au terrorisme que nous avons actuellement au nord du pays. Donc après avoir fait ces actes ignobles, ils ont décidé maintenant de s'attaquer aux institutions de la République, notamment à la personnalité du chef de l'État. Et au petit matin, à 5 h et quelques, ils ont attaqué le domicile du chef de l'État où, heureusement, moi-même je m'étais déjà porté pour organiser la défense aussi bien de la résidence que du palais présidentiel. Donc j'étais présent au domicile du président de la République quand ils ont attaqué et la horde d'assaillants a attaqué le domicile et nous avons organisé la riposte et ils ont été surpris de la riposte et de la détermination de mes hommes et c'est cela qui les a mis en déroute. Alors, je crois que les affrontements ont été violents devant la résidence du chef de l'État. Est-ce que le président et son épouse étaient à l'intérieur de leur résidence? Oui, non seulement je vous confirme que le président et son épouse étaient présents sur les lieux, mais j'ai été agréablement surpris du courage du président de la République qui était collé à moi en tant que chef militaire, était collé à moi pour suivre les combats, et malgré mon insistance à lui demander d'aller s'asseoir, il a tenu à être à mes côtés et à suivre les opérations. Et ça, il a fait de 3 h du matin où j'ai mis pied chez lui, toute la journée jusqu'au soir où les opérations ont fini. Il était tout le temps avec moi. Et ces affrontements devant cette résidence, ils ont duré combien de temps? Oui, c'était des affrontements très violents qui ont duré environ 45 minutes parce que les assaillants ont attaqué d'abord avec les engins blindés et nous aussi, nous avions nos engins blindés sur place et c'était un combat farouche. Après, ils ont débarqué et ont utilisé les différentes ruelles menant à la résidence, mais c'est sans savoir que ces ruelles-là étaient bien tenues et ils ont été mis en déroute. Donc ça a duré environ 45 minutes. Est-ce qu'il y a eu des morts? Oui, je ne peux pas savoir combien de morts il y a eu de leur côté. De notre côté, nous avons eu un seul mort et un blessé. Alors c'est une fois qu'ils ont été repoussés par vos hommes que ces mutins se sont dirigés vers la télévision d'État. Exact. Après avoir échoué dans leur plan de capturer ou d'éliminer le président de la République, ils tenaient quand même à dérouler le plan qu'ils avaient. Donc ils sont allés à la télévision nationale où ils ont
dans la précipitation, fait passer ce message que vous avez vu. Et pendant qu'ils étaient en train de passer le message, nous, on est passé à la contre-attaque, à la contre-offensive. Donc, quand nous avons détruit l'un de leurs blindés, et là, c'était la débandade. Et c'est de là qu'ils ont, dans la précipitation également, abandonné l'ONTB. Et nous avons, dès lors, avec le soutien, le renfort des unités voisines venant de Ouida et de Dessa Alada, nous avons repris possession de la télévision nationale et les mutins se sont ensuite retranchés sur la base de Togmin, qui est située à 10 km environ du centre-ville de Cotonou. Et alors là, c'est pendant plusieurs heures un face-à-face, non? Entre vous, les loyalistes, et eux, les mutins, sur la base militaire de Togmin. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous faites appel à des amis, notamment venus du Nigeria, c'est ça? Premièrement, dès qu'ils se sont retirés dans cette base, nous avons encerclé la base. Et notre première idée, c'était de monter assaut sur la base, mais au dernier moment, vu que la base se situait en plein milieu d'agglomération et nous étions en pleine journée, il ne fallait pas créer des dommages collatéraux et nous avons décidé de ne pas aller à cet extrême. Et c'est pour cela que, en fin de journée, vers 18h, nous avons fait appel à la coopération internationale, à la coopération sous-régionale, sous mandat de la CEDEAO. La partie nigériane nous a répondu favorablement et nous avons procédé plutôt par des frappes ciblées, chirurgicales, pour détruire les engins à l'intérieur qui pouvaient leur permettre de venir attaquer à nouveau, parce qu'ils avaient le plan de venir prendre possession de l'aéroport et autres. Donc il fallait tout de suite finir avec cela. Et quand il y a eu les frappes, déjà, ceux qui étaient dans la base ont pris la clé des champs et la base était vidée. Et puis, c'est après cela que nous avons utilisé les renforts qui nous étaient venus de Ouida et du camp d'Alada pour faire le ratissage. Et ce ratissage a été fait avec également les éléments des forces spéciales françaises qui nous sont venus d'Abidjan et qui ont fini le travail que nous avions si bien commencé. Alors, combien d'avions nigérians sont intervenus ce dimanche après-midi pour neutraliser les mutins? Oui, pour neutraliser les mutins, il y a eu un avion, mais cet avion a été utilisé à plusieurs reprises. L'avion a fait plusieurs tours pour bien achever le travail et de manière efficace, parce que quand le ratissage a été fait, il n'y a vraiment pas eu d'habitations environnantes qui ont été atteintes, ni de morts. Voilà. Est-ce que vous avez eu aussi le concours d'un avion d'observation français? Tout à fait. Nous avions eu le concours d'un avion de reconnaissance du côté français qui nous a permis, en fin de journée, de déterminer exactement les positions des mutins et qui nous a renseigné de manière précise sur leurs positions. Et vous avez eu aussi le concours de forces spéciales françaises, dites-vous, venues de la base de Port-Bouët à Abidjan, hein, c'est ça? Oui, je vous le confirme. Et c'était en fin de journée. Ils sont arrivés effectivement, ces forces spéciales françaises qui sont arrivées en fin de journée où ils ont concouru au ratissage. Après que l'armée nigériane a fait ses frappes et tout était terminé, ces forces spéciales nous ont aidés à faire le ratissage. Et alors, que sont devenus les mutins? Vous dites qu'ils ont pris la clé des champs, mais concrètement, ils ont pris la route du Nord, c'est ça? Je ne saurais vous dire exactement où ils sont partis, mais nous avons eu la certitude que certains se sont retrouvés au Nord parce que les deux chefs d'état-major qui avaient été kidnappés ont été libérés au nord du Bénin, exactement à Tchaourou, dans la commune de Tchaourou. C'est à plusieurs centaines de kilomètres, environ 400 kilomètres de Cotonou environ. Et alors aujourd'hui, où sont-ils, notamment le lieutenant-colonel Tigri, le chef présumé de ce commando? Je ne saurais dire exactement où ils se trouvent, mais je sais qu'ils ont pris la clé des champs et les services de renseignement sont en train de travailler là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'il est encore sur le territoire national? Je ne saurais vraiment le dire. Alors ce lieutenant-colonel Tigri s'est présenté comme le chef de cette tentative de coup d'État, mais est-ce que c'était vraiment le chef ou est-ce qu'il y avait au-dessus de lui un commanditaire? Je ne saurais vraiment le dire en tant que chef militaire. Moi, en tant que chef militaire, je me limite à mon rôle de commandant garde républicaine et je vais laisser les services compétents de la République faire les investigations qu'il faut et nous révéler si oui ou non il y avait des commanditaires aussi en interne qu'à l'externe. Et est-ce que ces mutins avaient des connexions avec un pays étranger?
Alors, s'ils avaient des connexions avec un pays étranger, bon, moi, je ne pourrais le dire également. Je ne pourrais pas le savoir actuellement. Vous connaissez bien le lieutenant-colonel Tigri. Est-ce que ces derniers mois ou ces dernières semaines, il y avait eu des signes annonciateurs dans son comportement ? Comme vous le dites, le lieutenant-colonel Tigri, c'est un officier que je connais très bien et qui me connaît très bien. Mais j'avoue que nous n'avons pas vu cela venir et nous n'avons eu aucun signe venant de lui. Je sais qu'il est le commandant des forces spéciales de la garde nationale et jusqu'à présent, il n'a pas montré des signes qui pouvaient nous laisser le soupçonner de quoi que ce soit. Donc ça a été une surprise pour nous. Et alors depuis dimanche, on parle beaucoup de l'aide que le Nigeria vous a apportée. On parle aussi évidemment du rôle de la France. Mais est-ce que l'armée béninoise elle-même n'a pas joué un premier rôle très important dès dimanche matin ? Oui, c'est important de le mentionner. Déjà que notre armée, depuis la conférence des forces vives de la nation, a décidé de se retirer dans les casernes et d'être une armée républicaine. Et nous l'avons été jusqu'à présent. Et le dimanche dernier, nous l'avons à nouveau montré. Parce que l'unité qui assure la sécurité du chef de l'État et des institutions de la République, son appellation de garde républicaine n'est pas un hasard. Dans d'autres pays, on parle de garde présidentielle. Donc, le qualificatif républicaine, c'est très important pour nous. Et nous l'avons démontré le dimanche dernier que, quoi qu'en soient les divergences qu'il y a dans le pays, l'armée reste une et indivisible. Donc, cette armée a montré à l'opinion nationale et internationale qu'elle est une armée particulière dans la sous-région et qu'elle reste républicaine. C'est pourquoi cette armée a mis en déroute les assaillants. Si elle était divisée, elle ne l'aurait pas fait. Nous avons fait le gros du travail toute la journée avant de faire appel à la coopération sous-régionale et internationale pour parachever le travail qui était si bien fait. Quand le colonel Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir en Guinée-Conakry il y a 4 ans, il commandait la nouvelle force antiterroriste mise en place à l'époque par le président Alpha Condé. Est-ce que le colonel Tigri n'occupait pas plus ou moins la même position au Bénin jusqu'à dimanche dernier ? Et c'est vrai qu'il y a une similitude avec le coup d'État en Guinée, c'est vrai. Les deux acteurs occupaient à peu près les mêmes fonctions, mais heureusement, les résultats n'ont pas été les mêmes. Les armées sont différentes et notre armée a montré qu'elle est différente des autres armées sous-régionales. Voilà. Il y a un certain nombre de régimes militaires aujourd'hui autour du Bénin. Est-ce que l'action de dimanche dernier a pu être inspirée par ce qui s'était passé dans ces pays sahéliens et en Guinée ces dernières années ? Oui, c'est fort possible. C'est fort possible que certains militaires, vous savez, il y a des brebis galeuses partout. Donc, moi, je peux classer cet acte qu'il y a eu dimanche dernier dans un cas d'éléments en perte de vitesse, des gens qui se sont égarés. Peut-être soit ils regardent trop les films, soit ils voient autour de ce qui se fait et se disent qu'ils peuvent le faire également chez eux. Mais je crois qu'ils ont appris à leur dépens que tout ne se copie pas. Voilà, le Bénin et les autres pays, c'est les autres pays. Dernière question, mon colonel. Dans leur revendication de dimanche dernier, les mutins ont affirmé que l'armée était mal organisée face aux périls djihadistes dans le nord de votre pays et que les familles des soldats tombés au front n'étaient pas assez accompagnées et considérées. Qu'est-ce que vous répondez ? Vous savez, qui veut tuer son chien ou noyer son chien l'accuse de rage. Donc, ces revendications ne sont pas du tout fondées. Je suis une autorité militaire, je suis bien placé pour le dire. Aujourd'hui, vous êtes des journalistes, vous pouvez descendre sur le terrain, faire vos enquêtes. Vous comprendrez que l'armée béninoise est mieux équipée, beaucoup mieux équipée qu'elle était il y a une dizaine d'années. La preuve, la dizaine d'engins blindés que les assaillants ont utilisés pour venir attaquer la garde républicaine, ces engins ont été acquis pendant ces dernières années. Donc, nous ne possédions pas d'équipement aussi moderne par le passé. Et aujourd'hui, nous avons des camps militaires bien construits et vous pouvez venir au Bénin pour le constater. Ce que nous avons aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir et des tests ont été pris récemment pour la prise en charge aussi bien des blessés pendant les opérations que les familles des victimes de l'opération Mirador. Et ces tests sont déjà appliqués. Ça fait au moins 2-3 ans que c'est appliqué. Donc ça, c'est des justifications fallacieuses pour pouvoir justifier leur acte. Ultime question, le fait que 3 jours après, le colonel chef des mutins soit toujours en fuite et soit introuvable, ça ne vous inquiète pas ? Non,
pas du tout, nous ne sommes pas du tout inquiets. Nous sommes une armée aguerrie. Si demain, ils devaient le répéter, nous ferons face également. Donc vous pensez être en mesure d'arrêter le chef des mutins? Ce n'est pas mon rôle de poursuivre ou d'arrêter le chef des mutins. Il y a d'autres structures compétentes qui sont dédiées à cette tâche. C'est-à-dire? Or, la police républicaine, les services de renseignement, c'est leur rôle. Colonel